Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie chronique de la zone centrale de la rétine appelée macula. La DMLA est la première cause de handicap visuel chez les personnes de plus de 50 ans. Toutes formes confondues, cette maladie concerne environ 10% de la population française et 25 à 30% des plus de 75 ans. Bien que très invalidante, la DMLA ne rend jamais totalement aveugle puisque la partie périphérique de la rétine reste intacte. Chez les patients ayant une DMLA, les drusones s'accumulent et créent un phénomène inflammatoire conduisant à une destruction de la rétine. Il y a par ailleurs une sécrétion de facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire, induisant la croissance de vaisseaux capillaires fragiles responsables, à leur tour, de micro-hémorragie, d'exsudation et de liquide pouvant conduire à une fibrose rétinienne. Pendant de nombreuses années, le seul traitement disponible était la photocoagulation au laser argon. Elle agit par la destruction thermique des néovaisseaux, et l'endroit traité devient donc non fonctionnel en créant un scotome absolu. L'autre inconvénient de cette méthode est la fréquence des récidives. À la fin des années 90, une nouvelle approche thérapeutique pour la DMLA exsudative a été développée, la thérapie photodynamique ou PDT, qui a permis de traiter les néovaisseaux de manière sélective, sans destruction des structures sus- et sous-jacentes. En 2004, les premières thérapies anti-VEGF ont permis une nette amélioration de la prise en charge des patients présentant une DMLA exsudative, avec un ciblage de plus en plus précis des mécanismes moléculaires en jeu dans la création des néovaisseaux et des protocoles de prise en charge. Dans les années à venir, des traitements vont être commercialisés permettant la prise en charge de la DMLA dans sa forme sèche et la prise en charge de plus en plus spécifique et plus durable de la DMLA dans sa forme humide. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Audrey Giuganti, qui est chef de service à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Elle est spécialisée en rétine et membre du board des ateliers d'ophtalmologie pratique. Bonjour Audrey, merci beaucoup pour ton accueil ici dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Avicenne. Première question, est-ce qu'il y a encore une place pour l'angiographie dans la diagnostic initial de la DMLA ? Merci Camille, c'est une excellente question qu'on se pose très régulièrement dans les congrès de rétine. En effet, nous avons à l'heure actuelle une imagerie multimodale à notre disposition, donc des rétinographies couleur, en autofluorescence, des examens OCT maculaires et OCT angiographie maintenant à notre disposition. Notre stratégie est d'utiliser en première intention toute cette imagerie non invasive pour faire le diagnostic de DMLA exsudative. Et lorsque cette imagerie est suffisante pour faire ce diagnostic, nous n'avons pas recours à l'angiographie à la fluorescéine. Par contre, lorsque il est impossible de trancher sur ces examens d'imagerie non invasive, à ce moment-là, on propose une angiographie à la fluorescéine, voire une angiographie au verre d'indocyanine pour préciser le diagnostic et pour caractériser le type de néovaisseau en cause dans la DMLA. Merci, c'est très clair, mais dans quel cas pratique tu vas avoir recours à l'angiographie, à la fluorescéine et éventuellement au verre d'indocyanine ? Est-ce que c'est quand il y a un doute sur une anastomose cornéo-rétinienne, une vasculopathie polypoïdale, ou un doute diagnostique même de la DMLA versus une autre pathologie en jeu dans la teinte maculaire ? Alors oui, en effet, les cas sont assez variés. Il existe des cas où l'OCT angiographie, par exemple, que l'on utilise dans un but de mettre en évidence une néovascularisation choroïdienne, est mis en défaut, soit par des artefacts, soit par des situations cliniques telles que par exemple un décollement de l'épithélium pigmentaire qui parfois ne permet pas de mettre en évidence le néovaisseau. Donc ce sont les cas où on va utiliser l'angiographie à la fluorescéine. Et pour ce qui est bien sûr des vasculopathies polypoïdales, l'angiographie au verre d'indocyanine va vraiment nous aider à mettre en évidence les polypes et à faciliter le diagnostic. Donc c'est en effet ce diagnostic qui va nous pousser à faire l'angiographie. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a peu d'indications à réaliser une angiographie sur une première consultation de DMLA chez un patient exsudatif. On va plus facilement traiter, on aura avec cette imagerie multimodale la capacité de savoir qu'il s'agit d'une DMLA, que c'est exsudatif, et l'indication d'angiographie initiale est beaucoup plus rare. Alors oui, c'est vrai qu'on fait de moins en moins d'angiographie, puisque grâce à l'OCTA, on arrive dans la plupart des cas à mettre en évidence une néovascularisation choroïdienne. Grâce à l'OCT, on arrive à mettre en évidence la présence de fluide et à caractériser le plus souvent le type de néovaisseau. Il existe cependant des cas où on est obligé de proposer de toute façon une angiographie à la fluorescéine pour avoir une certitude diagnostique.
Et par contre, c'est vrai que dans notre pratique, on propose plutôt l'angiographie ou l'ICG lorsqu'on va avoir une certaine résistance au traitement initial pour être sûr de ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel. Concernant maintenant la prise en charge et les protocoles de traitement, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots les protocoles actuellement utilisés pour la prise en charge de la DMLA exudative et est-ce que tu as une préférence d'un des deux protocoles ? Alors oui, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de régimes de traitement chez les patients traités pour une DMLA par anti-VEGF. Donc on va pouvoir proposer des traitements en général en treat and extend, c'est-à-dire que l'on va, après la phase initiale de traitement de 3 injections, la phase d'initiation, proposer d'espacer progressivement les intervalles de retraitement, puisqu'on sait que c'est vraiment ça la contrainte actuellement des patients que l'on suit pour DMLA, c'est qu'ils viennent beaucoup et très régulièrement. Donc ce régime de traitement permet d'espacer les intervalles de consultation et d'injection. Donc on fait une consultation groupée où on fait une évaluation de l'acuité visuelle, de l'OCT et le même jour on propose au patient le traitement. Et en fonction du résultat de l'OCT, donc si l'OCT est sec le jour de la consultation, on espace les intervalles de retraitement. Et si l'OCT montre qu'il existe une récidive, on va être amené à raccourcir les intervalles de retraitement. Donc ça, c'est un premier régime de traitement qui est celui qui donne les meilleurs résultats en termes d'acuité visuelle. Donc c'est celui qui est à favoriser pour la prise en charge de la DMLA. L'autre régime qui existe, c'est le régime ProRenata, qui consiste à revoir les patients mensuellement et ne les traiter que s'ils ont une récidive anatomique. Le problème de ce régime de traitement, c'est que c'est un régime de traitement réactif et pas proactif. Donc on attend qu'il y ait une récidive pour traiter le patient. Et donc dans ces cas-là, on a de trop nombreuses récidives avec trop longtemps du fluide au niveau de la rétine des patients et donc on va obtenir sur le long terme une dégradation visuelle progressive. Donc ce schéma-là n'est pas à favoriser. Alors après, on peut goupiller un petit peu les régimes de traitement, c'est-à-dire qu'on commence à traiter un patient avec une phase d'initiation de 3 injections, puis ensuite, en fonction du type de néovaisseau, si c'est un néovaisseau agressif ou pas agressif. Donc si c'est un néovaisseau agressif, on peut partir directement sur un treat and extend. Et si c'est un néovaisseau peu agressif, on peut débuter une phase d'observation de PRN pour voir un petit peu s'il va récidiver ou pas. Et puis en fonction du délai de récidive, proposer un régime treat and extend. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a environ 10% ou peut-être un petit peu moins de ce qu'on appelle des happy few, qui sont des patients qui finalement vont bénéficier de 3 injections initiales et ne vont pas récidiver par la suite. Donc pour identifier ces patients-là, en fait, proposer une petite période en suivi PRN permet peut-être de pas trop réinjecter de façon systématique. Très bien, donc le patient qui est en treat and extend, jusqu'à quel intervalle entre 2 injections on peut tolérer ? Quand est-ce qu'on décide d'arrêter les IVT ? Et puis ensuite, comment on suit ce patient qui n'avait plus dans ce protocole ? Alors merci pour cette question très importante. Donc en effet, on essaye d'espacer au maximum les intervalles de réinjection, justement pour pouvoir favoriser la compliance au traitement du patient, parce que c'est aussi un enjeu actuellement. Et donc on arrive à espacer, donc si on a de la chance, les patients de 8, 10, 12 semaines. Alors bon, moi personnellement, je me fixe un maximum de 12 semaines, je vais rarement au-delà de 12 semaines. Certains vont jusqu'à 16 semaines, certains tentent d'arrêter. C'est pas forcément recommandé d'arrêter les injections intra-utérines chez un patient qui a une DMLA exudative. Et donc les dernières données qui avaient été présentées à l'ARVO montraient même qu'il valait mieux ne pas arrêter les traitements anti-VEGF chez les patients qui ont une DMLA exudative. Donc moi personnellement, je n'arrête jamais le traitement chez un patient qui a une DMLA exudative. Bon, peut-être que j'ai tort, mais voilà, c'est un avis qui est partagé par d'autres experts dans le domaine. Certains tentent d'arrêter, et alors lorsqu'on arrête, c'est vraiment un régime de surveillance qui doit être draconien, parce qu'il faut du coup rapprocher les intervalles de surveillance, ce qui n'est pas forcément ce que l'on cherche quand on suit un patient qui a une DMLA. Voilà, mais en tout cas, donc le suivi, la surveillance à vie, les injections probablement à vie également. Avec un intervalle maximum de 12 semaines, donc entre... Alors 12 pour moi, 16 pour d'autres, voilà, ça c'est pas forcément unanime. Le principal risque finalement d'arrêter les injections, c'est bien sûr la récidive, mais surtout le risque d'hématome sous-rétinien qui viendrait vraiment péjorer le pronostic du patient. Et d'autant plus chez un patient qui a un œil unique, là bien sûr, bien entendu, on se pose même pas la question d'arrêter les injections. Alors en pratique, c'est vrai qu'on a de temps en temps, on voit passer en consultation DMLA des patients qui ont, malgré nos injections, du fluide résiduel,
une acuité visuelle qui ne s'améliore pas réellement malgré les injections itératives, à quel moment tu décides de ne pas traiter alors qu'il existe des signes exsudatifs ? Alors, le problème du fluide résiduel, c'est un problème qui fait largement débat, mais je crois que si je peux amener quelques éléments de réponse, ce seront les suivants. Donc déjà, la première chose, c'est que le fluide intra-rétinien est plus dangereux, si je peux dire, pour l'évolution de la rétine que le fluide sous-rétinien. A priori, il a été montré que c'était un élément beaucoup plus péjoratif. Deuxième chose, l'objectif, c'est de ne jamais tolérer du fluide. L'objectif, c'est de traiter les patients pour qu'ils soient asséchés. Malheureusement, parfois, on n'arrive pas forcément à les assécher complètement. Et dans les cas où on n'a pas de baisse visuelle associée à la présence de ce fluide, dans ces cas-là, on va pouvoir tolérer un petit peu de fluide en essayant d'espacer finalement les injections chez ces patients qui ont des injections tous les mois parce que justement on n'arrive pas à les assécher. Et ça va vraiment être des cas où on n'aura pas de perte fonctionnelle associée à la présence de ce fluide. Et dans ces cas-là seulement, on pourra éventuellement espacer un petit peu les intervalles de retraitement chez ces patients qui reçoivent des injections mensuelles et pour qui c'est vraiment, ça devient vraiment insupportable et pour lesquels on prend un risque de perdre leur observance au traitement. Ce sont les seuls cas. Pour les cas où la récurrence de fluide s'associe à une baisse de vision, dans ces cas-là, on va vraiment s'acharner à assécher les patients et donc on va continuer à faire des injections mensuelles. Certaines équipes proposent même des injections parfois toutes les 3 semaines. Alors l'idée aussi, c'est d'essayer de savoir si il y a une récidive de ce fluide ou si le fluide ne répond pas au traitement. Et donc pour cela, on peut reconvoquer les patients un petit peu plus tôt, par exemple à 15 jours après l'injection, pour voir si à ce moment-là ils sont secs et si donc il y a une récidive précoce, ou bien si même 15 jours après l'injection, il y a encore du fluide, et dans ce cas-là, c'est une vraie résistance au traitement. Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de proposer un switch vers une autre molécule. Merci beaucoup, et ça amène à ma prochaine question. Comment est-ce que tu organises un switch de molécules, et quand est-ce que tu y as recours ? Alors, quand est-ce que j'organise un switch ? Eh bien, quand le traitement initial choisi n'a pas apporté toute son efficacité, c'est-à-dire quand on est dans le cadre d'une forme exsudative qui ne va pas suffisamment répondre au traitement anti-VEGF, qui va être encore exsudative malgré un traitement mensuel avec une baisse de vision et des récidives de l'exsudation. Donc à ce moment-là, on va proposer un deuxième traitement et lorsque je switch, je reprends une phase d'initiation complète avec 3 injections initiales mensuelles pour donner toutes les chances au produit d'être le plus efficace possible dans son utilisation. Il y a une notion qui existe, qui est de dire quand on a un doute entre injecter et ne pas injecter devant des signes éventuellement exsudatifs, mieux vaut injecter. Est-ce qu'il y a un risque d'atrophie rétinienne lors de ces injections itératives ? Alors, l'évolution vers l'atrophie sous traitement anti-VEGF, c'était une crainte initiale lors de la mise en route des traitements anti-VEGF qui venait donc d'analyses d'études qui nous avaient montré qu'il y avait une évolution vers l'atrophie chez les patients traités. Le problème de l'atrophie, c'est que selon les types de néovaisseaux, l'évolution vers l'atrophie est variable. Il y a des types de néovaisseaux qui évoluent beaucoup vers l'atrophie et d'autres qui évoluent moins vers l'atrophie. Donc le problème de toutes ces études, c'est qu'il n'y a pas eu d'analyse en fonction du type de néovaisseau et que très probablement dans ces études, c'était des néovaisseaux qui évoluaient de façon spontanée vers l'atrophie qui étaient surreprésentés. Et donc cette notion vient probablement de là. Au jour d'aujourd'hui, on ne craint pas en injectant les patients d'évoluer vers l'atrophie, c'est même plutôt la notion inverse, c'est-à-dire que sur le long terme, plus on va injecter les patients et plus on va avoir de bons résultats visuels au long cours. Donc là, il y a une étude récente qui est sortie sur l'évolution à 8 ans après injection intravitréenne et on voit vraiment sur les courbes que c'est vraiment les patients qui sont le plus injectés qui vont avoir les meilleurs résultats visuels au long cours. Parce que l'enjeu, c'est pas forcément uniquement de gagner beaucoup d'acuité visuelle au début, bien sûr c'est un enjeu, mais le deuxième enjeu c'est de stabiliser la vision sur le long cours et sur de nombreuses années, et cela demande de nombreuses injections pendant de nombreuses années, donc c'est vraiment une vraie corvée. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des indications à la PDT dans la prise en charge de la DMLA exsudative ? Oui, il y a des cas d'indication de la PDT, notamment dans les vasculopathies polypoïdales, où en général on commence par un traitement par anti-VEGF, mais lorsque celui-ci est insuffisamment efficace, on y adjoint une photothérapie dynamique, sachant que à l'heure actuelle, on est un petit peu limité pour avoir à disposition de la Visudyne, donc c'est un peu le facteur limitant. Mais sinon, bien sûr, oui.
Concernant la prise en charge maintenant des patients qui ont une DMLA atrophique, on pense qu'il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qu'on propose à ces patients? Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu démunis toujours pour la DMLA atrophique. Alors, bien sûr, on ne fait pas rien, hein. On leur propose toujours... on leur rappelle les règles hygiéno-diététiques, on leur propose des compléments alimentaires, on vérifie qu'il n'y ait pas de tabagisme actif, parce qu'on sait que c'est un facteur aggravant, et on leur laisse surtout l'espoir des traitements à venir, avec des traitements qui vont à l'avenir peut-être jouer sur le complément et nous permettre de ralentir l'évolution de la DMLA atrophique. Donc ces traitements sont en cours d'évaluation, on attend avec impatience les résultats. On leur laisse pas mal d'espoir. Après, pour ce qui est de la photobiomodulation, donc c'est une nouveauté qui permet d'utiliser une longueur d'onde qui permet de moduler et de modifier un petit peu la structure, notamment au niveau des drusènes, et parfois les faire disparaître. Donc cette technique est en cours d'évaluation pour de nombreuses entités de maladies rétiniennes, et notamment également pour les DMLA atrophiques associés à des drusènes. Donc pour l'instant, je peux pas vous donner de résultats, mais en tout cas c'est en cours d'évaluation, et notamment à Créteil. On va maintenant passer à la chirurgie de cataracte. Il y a cette notion qu'un patient en phase exudative de DMLA ne doit pas être opéré de cataracte. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, bien sûr, lorsque la DMLA exudative est en pleine... est aiguë et qu'on a des signes exudatifs à l'OCT, on va pas proposer la chirurgie de la cataracte immédiatement. Mais lorsque l'on aura stabilisé l'exsudation, lorsqu'on aura réussi à trouver un intervalle de traitement qui permet d'assécher le patient, à ce moment-là, bien sûr, on va pouvoir proposer une chirurgie de la cataracte qui va être encadrée par des injections d'anti-VEGF, voire même on va pouvoir proposer une injection d'anti-VEGF le jour de la chirurgie. Donc en général, on se place à 3 mois, on cherche à avoir 3 mois de stabilisation de la DMLA exudative avant de proposer une chirurgie de la cataracte. Et plus concrètement, est-ce que le fait d'opérer la cataracte va entraîner un risque d'activation de l'exsudation? Alors si on prend par exemple des patients qui sont en régime treat and extend avec des intervalles, on en parlait tout à l'heure, de 12 semaines ou 16 semaines, 3 à 4 mois, il est vrai qu'une chirurgie de la cataracte peut entraîner une petite phase où on va faire récidiver l'exsudation un peu plus rapidement. Donc bien sûr, ces patients-là, une fois qu'on leur a proposé la chirurgie de la cataracte, il va falloir les revoir régulièrement et on va pas pouvoir reprendre un intervalle de retraitement que l'on avait laissé en préopératoire. Donc c'est des patients qu'il va falloir suivre de façon très rapprochée et finalement repartir sur un treat and extend parfois juste après la chirurgie de la cataracte en reprenant des intervalles initialement qui vont être un peu plus courts et puis les espacer progressivement. C'est quand même une grosse inflammation qu'on va infliger à l'œil, donc il va falloir derrière suivre les patients de façon très rapprochée. Alors on va maintenant passer à la question du patient. Alors première question qu'on entend souvent en consultation. Donc c'est le patient de 40 ans, docteur, ma mère a une DMLA. Est-ce que j'ai un risque d'en avoir une également et qu'est-ce que je dois faire pour prévenir ce risque? Alors c'est vrai que l'hérédité, le terrain génétique, c'est vraiment un facteur de risque de DMLA. Donc c'est vrai que ce patient a raison de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Donc déjà, si c'est un fumeur, arrêter le tabac. Et puis avoir une hygiène de vie correcte avec des règles hygiéno-diététiques correctes également. On dit que c'est le régime méditerranéen qui protège contre la DMLA, donc essayez d'adopter ce régime. Et puis on peut proposer aux patients des compléments alimentaires que l'on donne un petit peu plus tard chez les patients qui ont des drusènes par exemple. On peut en tout cas le rassurer, puisque à 40 ans, il n'aura pas une DMLA, mais on sait que la DMLA, c'est une maladie qui touche les patients à partir de l'âge de 50 ans. Autre question qu'on peut entendre régulièrement en consultation chez les patients qui ont des DMLA évoluées. Docteur, j'ai entendu parler dans un article récemment des greffes de rétine. Est-ce que je pourrais en bénéficier? Donc pour l'instant, non, pas de greffe de rétine, peut-être dans le futur. Par contre, ce qui existe, ce sont des implants rétiniens qui sont posés chirurgicalement
et qui peuvent être proposés à des patients qui ont des DMLA atrophiques très avancés avec des plages d'atrophie très importantes et des visions très basses. Les résultats visuels sont encore en cours d'évaluation et ceci demande beaucoup de rééducation en post-opératoire afin de réadapter donc les patients qui n'avaient plus du tout de vision à leur nouvelle vision avec l'implant. Alors il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir de la prise en charge ou du diagnostic de la DMLA ? Quelles sont les nouveautés à attendre ? Alors là, dans un avenir très proche, on va avoir des nouveautés en termes de thérapeutique, puisque notre problème essentiel actuellement est double. Le premier, c'est de réduire le fardeau du traitement pour nos patients, et le deuxième, c'est le challenge de l'assèchement de la rétine, puisqu'on a vu qu'il y avait des cas où on n'arrivait pas à assécher les patients complètement. Donc voilà, on attend beaucoup des nouvelles molécules qui vont être présentes très rapidement dans les mois à venir. Donc ces nouvelles molécules sont le faricimab notamment, qui est un anticorps bispécifique, qui est anti-VEGF-A et anti-angiopoïétine 2. Et on compte beaucoup sur cette bispécificité pour avoir une action un petit peu plus complète et un petit peu plus durable. Et donc on espère pouvoir espacer comme ça les intervalles de retraitement pour nos patients et pouvoir avoir davantage d'effets asséchants. Un autre traitement que l'on connaît déjà, qui est l'aflibercept, alors on le connaît sous sa forme 2 mg, et donc il va être prochainement disponible sous sa forme 8 mg. Donc la phase 3 s'est terminée il y a peu de temps et a montré que grâce à cette molécule beaucoup plus dosée, donc 4 fois plus dosée que l'aflibercept traditionnel, on obtenait également des assèchements qui étaient très impressionnants, avec des patients, une majorité de patients qui étaient en intervalle de 16 semaines à la fin de l'étude, donc c'est très prometteur. Un dernier traitement qui est un fragment d'anti-VEGF, le brolucizumab, dont on a beaucoup parlé également, qui a un pouvoir d'assèchement très important, mais qui malheureusement comporte des effets indésirables à type d'inflammation intraoculaire et de vascularite occlusive, qui pour l'instant, en France en tout cas, ne lui a pas permis d'obtenir le remboursement. Et voilà, pour l'instant, on l'aura pas à disposition tout de suite, mais ce sera peut-être un traitement qui rentrera pour certaines indications. Alors bien sûr, il y a des effets indésirables, mais pour certaines indications qui pourraient aider à passer certaines phases pour lesquelles on n'arrive pas à assécher les patients. Et puis bien sûr, les thérapies géniques, mais là, on n'en est pas encore à parler de traitements en vie quotidienne pour demain, mais dans un avenir un peu plus lointain, des thérapies géniques qui sont en cours de développement et qui pourront peut-être complètement révolutionner la vie du patient, puisqu'en une seule injection, on pourrait régler le problème du patient. Mais ça, c'est l'avenir un peu plus lointain. Merci beaucoup Audrey pour ton expertise et merci beaucoup pour ton accueil ici dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Avicenne. Merci Audrey, et nous aurons le plaisir de te retrouver au congrès des AOP les 3 et 4 février prochains au Palais des Congrès avec, je n'en doute pas, de nombreux experts et un congrès passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous, j'étais ravie de vous accueillir ce soir et je serais ravie de vous retrouver également pour les AOP avec des sessions de rétine que j'ai organisées un petit peu. Donc on ne parlera pas que de DMLA, mais des sessions de rétine très variées et j'ai hâte de vous y retrouver. À bientôt. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.